Bonjour, bienvenue sur lesdeuxrives.info. On va parler aujourd'hui de la Bolivie. La Bolivie, pourquoi la Bolivie? Parce qu'il s'y passe des choses très importantes et puis aussi, je dirais, très inquiétantes en Bolivie. Le 17 août prochain, donc dans 2 mois à peu près, il y aura des élections présidentielles et législatives. La Bolivie connaît en ce moment une crise économique, je dirais presque sans précédent, une crise politique, puisque il y a une grosse tension, et en tout cas rupture, entre les partisans de l'ancien président Evo Morales et puis ceux du président actuel Luis Arce, qui avait été mis en place par Evo Morales, et puis qui a ensuite fait une rupture, hein, et un virage à 180 degrés par rapport à la proposition originale du MAS et la proposition originale des partisans de Evo Morales. Donc il y a un, un, une grande crise politique qui s'ajoute à la crise économique, crise électorale aussi. Nous allons voir ça. Evo est empêché de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Bon, un éclatement des forces, on va dire, progressistes, et puis évidemment, la droite raciste, néolibérale et coloniale est en embuscade pour essayer de reconquérir le pouvoir dans un pays qui a été admis dans les BRICS. Alors, c'est évidemment, cette élection présidentielle a une toute autre importance puisque les candidats de cette droite coloniale et néolibérale sont totalement alignés sur Washington. Que va-t-il se passer en Bolivie dans 2 mois? Nous sommes pour parler de ça avec une invitée, cette fois-ci de marque. Nous sommes avec Canela Crespo. Canela est une avocate, jeune avocate bolivienne, militante. Alors, militante du camp de Evo Morales. Hein, on va dire clairement les choses pour que vous sachiez d'où elle parle. Et nous l'avons invitée pour qu'elle nous éclaire un peu sur ce qui se passe en Bolivie. Canela, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Bonjour, merci de m'accueillir. Je ferai de mon mieux pour que mon français soit le plus compréhensible possible, car cela fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, hein. Oui, alors ça, c'est toujours énervant pour ceux qui nous regardent et qui peinent à aligner 2 ou 3 mots d'espagnol sans un accent. Le premier, entre autres, moi. Et évidemment, tu nous parles dans un français absolument parfait. Merci, 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 Canela. Alors, Canela, quel est le contexte politique et économique dans lequel vont avoir lieu les prochaines élections? Bon, la situation politique et sociale en Bolivie est aujourd'hui marquée par des tensions profondes et un contexte électoral très complexe. Il faut rappeler premièrement qu'en 2019, il y a eu un coup d'État en Bolivie. Depuis, le pays a traversé une crise démocratique et institutionnelle et maintenant aussi une crise économique, tu l'as bien dit. Euh, En octobre de 2020, quand Luis Arce a gagné les élections avec 55% de voix, on pensait qu'on allait reprendre le chemin de transformation que Evo Morales avait commencé en 2006. Mais son gouvernement a non seulement tourné le dos au mouvement indigène, il a aussi aggravé la crise économique et la crise politique. Et en plus, il y a eu plus de persécutions, plus de violences contre les leaders sociaux, non? Aujourd'hui, on vit dans un pays sans dollars, sans essence, sans carburant, où les prix des produits de base augmentent tous les jours. Et aussi, il y a à peu près 120 personnes, surtout indigènes et paysans, en prison, accusées de terrorisme simplement pour avoir protesté. C'est dans ce contexte qu'on va voter le 17 août. Et Oui. même là, le processus électoral est aussi manipulé par le gouvernement avec l'aide de certains membres du tribunal électoral, du système judiciaire. Et bon, la preuve, c'est que les candidatures sont censées d'être déjà enregistrées depuis 2 semaines et pourtant certaines sont toujours en suspens ou ont été rejetées, non? Notamment celle de Evo Morales, d'Andrónico Rodríguez et le gouvernement de Luis Arce veut rester peut-être la seule option face aux droites traditionnelles. Mais vu la situation actuelle, la situation de crise, les gens ne veulent pas ce scénario.
Oui, alors comme tu l'as dit, Evo Morales voulait se présenter. Il avait d'ailleurs tous les droits de se présenter puisqu'il y a eu deux mandats, un légitime depuis la dernière présidence de Evo Morales. Donc, normalement, ça n'aurait pas dû poser de problème. Euh, Sa candidature a été rejetée par le tribunal constitutionnel alors que les juges du tribunal constitutionnel auraient dû être réélus. Ils sont en dehors de leur mandat. Petite parenthèse, en Bolivie, tout comme au Mexique pour l'Amérique latine, les juges et les magistrats sont élus par le peuple, non? Et là, il se trouve normalement, ils auraient dû être réélus, si je ne m'abuse, en décembre 2023, ce qui n'a pas été fait. Donc, ils sont en dehors de leur mandat. Evo Morales se proposait, alors il n'était pas tout seul, hein, c'était pas un caprice, hein, il était soutenu par des milliers de partisans. Ils ont fait une marche notamment très importante il y a quelques mois à La Paz. Evo Morales voulait se présenter pour libérer la Bolivie une deuxième fois. Pourquoi sa candidature a été rejetée? Bon, justement, à cause de tout ce qu'il représente comme leader social, non? Tu l'as bien dit, la direction politique d'Evo Morales n'est pas un caprice, n'est pas née d'un coup de tête. Elle vient d'une lutte collective de longue date. En fait, il a été le premier président indigène d'un pays où plus de 60% des gens s'identifient comme indigènes, non? Alors, incarne un projet de reconnaissance, d'autonomie, de droits pour les peuples oubliés depuis toujours. Et c'est pour ça que ceux qui ont le pouvoir économique, ceux qui ont le pouvoir politique, s'acharnent contre lui depuis longtemps. Ils l'attaquent avec des campagnes de haine, des procès et même avec des tentatives contre sa vie, non? Les secteurs populaires l'ont choisi de nouveau comme leur candidat. Et d'un point de vue légal, rien ne l'empêche de se présenter. Ce ne serait pas un mandat consécutif, tu l'as bien dit avant, hein, puisqu'il n'est pas, il n'est plus président là maintenant. Mais le gouvernement, en alliance avec les droites, a lancé une guerre judiciaire contre lui et les juges ont décidé de l'éliminer. Une grande partie de la population est contre ça et en ce moment, il y a plein de manifestations dans tous les pays pour exiger qu'il puisse être candidat. Rien qu'aujourd'hui, il y avait au moins 24 barrages routiers, hein, sur les grands axes du pays et ça va continuer. Ouais. Donc la rue pour essayer même pas d'imposer un résultat, mais sinon pour essayer d'accéder à un système démocratique transparent. Alors pendant ce temps-là, le MAS, donc le mouvement vers le socialisme, qui avait été créé par Morales et ses partisans, le parti a été confisqué par le secteur de Luis Arce et il présente un candidat, donc Del Castillo. Alors, qui est ce personnage? Est-ce que le MAS a-t-il des chances de faire un résultat ou est-il condamné à disparaître, comme ce fut le cas d'ailleurs, si on se rappelle, pour Alianza País, le parti de Rafael Correa, qui lui-même avait été confisqué par Lénine Moreno, qui l'avait trahi, et puis qui a fini à une élection à 0,2%, puis par disparaître. Quel est l'avenir du MAS et qui est ce candidat que présente Louis Sarcé et ses partisans? Bon, le MAS IPCP est le sigle du parti politique le plus important de l'histoire de la Bolivie. Et là maintenant, malheureusement, à force de manœuvres juridiques, le gouvernement en a pris contrôle, l'a confisqué. Et aujourd'hui, ils présentent Eduardo del Castillo comme leur candidat. Eduardo del Castillo, lui, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de Luis Arce, non? En poste depuis le début de son mandat. Et à la tête de la police, il a été le responsable de la répression, de la violence, de la persécution politique et judiciaire contre les leaders indigènes et contre Evo Morales, évidemment. Il a été longuement accusé par ses liens présumés avec le narcotrafic et pour avoir passé des accords douteux. En plus, Avec les attentats aussi. certains membres de sa campagne parlaient déjà des rapprochements de Eduardo del Castillo avec des milieux d'affaires qui seraient en plus au cœur de leurs propositions comme candidat. Et en fait, un de ses slogans pour cette campagne électorale est Ordre et renouveau. Non? Il essaie de se vendre comme une copie de Nayib Bukele, le président de El Salvador, mais la vérité, c'est qu'il n'arrive même pas à être une mauvaise copie de Daniel Noboa, non? Le président d'Équateur là-même. Oui, C'est il bien incarne dit.
Ouais, il incarne là maintenant dans sa candidature la trahison envers le mouvement indigène, mais aussi la rupture idéologique avec la gauche et le progressisme. Oui, alors il y a un troisième candidat qui, alors je parle pas des candidats pas encore, on pourra en toucher un mot, mais pas des candidats des néolibéraux coloniaux. Il y a eu un troisième candidat qui surgit finalement du camp populaire, on va dire, dans toutes ces contradictions. C'est le président du Sénat, donc le jeune sénateur Andrónico Rodríguez, qui, de manière un peu surprenante, a lancé sa candidature très tôt, alors que Evo Morales n'avait pas été exclu encore. Donc Evo Morales aurait été accepté comme candidat, il aurait eu dans les pattes un jeune qui, on va le dire, hein, lui doit absolument tout, puisqu'il a été élu dans la vague de transformation portée par Evo Morales. Alors ma question c'est pourquoi et Andrónico Rodríguez a-t-il lancé sa candidature? Quel secteur représente-t-il dans la société bolivienne? Et puis, est-ce que cette candidature a une chance d'aboutir parce que les autorités électorales, pour l'instant, ne l'ont pas encore acceptée? Bon, Andrónico Rodríguez, actuellement le président du Sénat, lui, il vient du même secteur syndical, donc Evo Morales, les producteurs de coca au Chapare bolivien. Depuis qu'il est devenu figure connue, on le considère souvent comme un successeur symbolique d'Evo Morales. Mais le problème, c'est que lui, il a lancé sa candidature sans respecter les processus internes des organisations sociales, du mouvement indigène. Et d'ailleurs, même sa propre fédération syndicale l'a destitué de ses fonctions comme dirigeant. De toute façon, il y a quelques jours, Evo Morales l'a publiquement invité à participer à un grand rassemblement national et que, dans ses mots, à rentrer chez lui, à retourner à la maison. Et pour nous, c'est un geste très fort, tu vois. C'est maintenant, on attend encore que Andrónico réponde à l'auteur de cette invitation. Et de leur côté, évidemment, le gouvernement et les autorités électorales s'en prennent également à sa candidature. La validité de la personnalité juridique du parti sous lequel lui il s'est présenté est toujours en suspens, Hmm. euh, comme, euh, tout comme la possibilité qu'il se présente en alliance avec d'autres sigles politiques ou même l'identité du candidat à la vice-présidence. Non? Il est probable que nous ne le saurons pas avant la toute dernière seconde, juste avant l'impression du bulletin électoral, s'il va être candidat ou non. C'est précisément cette incertitude qui alimente encore la crise institutionnelle et explique pourquoi la population bolivienne a perdu la confiance, non, dans l'État. Et alors, il y a quelques semaines, mois, pour que vous ayez une idée un peu, il y a des sondages qui sont apparus, donc avant que les candidats soient choisis, et Evo Morales était largement en tête, hein, était à 25% des voix, Andrónico à 8%, et puis alors Del Castillo à 2. Je veux dire, il porte sur lui le fardeau de Luis Arce pour quelqu'un qui se veut le renouveau de l'ordre. Le pays est en décomposition totale, en chaos total, donc il y a évidemment aucune chance de faire un score. Mais donc, moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est que si on peut identifier bien les secteurs qui soutiennent Evo Morales, parce que Evo Morales, moi je l'ai déjà répété plusieurs fois sur cette chaîne, pour moi c'est le Nelson Mandela de la Bolivie, hein. Il y a vraiment un avant et un après. Il a rompu un ordre qui était un apartheid social en Bolivie et le pays n'est plus le même depuis 20 ans. Et on voit à peu près quels sont les secteurs. C'est les secteurs populaires, ruraux, des secteurs qui étaient dans l'informalité dans les grandes villes. Il y a plusieurs secteurs du monde populaire qui soutient Evo Morales. Quels sont les secteurs qui soutiennent, pour l'instant en tout cas, Andrónico Rodríguez? Un rassemblement, je sais pas comment le dire, En un espagnol? rassemblement, si tu veux, du bloc populaire. Mais Evo Morales est un leader social beaucoup plus construit dans le temps que Andrónico Oui. Rodríguez, évidemment. Mais pas seulement dans le temps, non, c'est aussi sa présidence a été
très importante pour ces secteurs. Et Andrónico Rodríguez ne l'a pas, n'a pas toujours, euh, pas encore, si tu veux, démontré cette espèce de succession symbolique de laquelle je parlais avant. De toute façon, on sait que Andrónico Rodríguez, si Evo Morales n'est pas candidat, Andrónico Rodríguez pourrait convoquer les secteurs d'Evo Morales si il retourne dans ses racines, chez lui, au Chapare, et répondre. C'est ça ce que je veux dire quand de répondre à l'auteur de l'invitation faite par Evo Morales, hein, à Hmm. l'auteur du grand rassemblement du Bloc populaire. Un retour aux bases Pour aux militantes. bases. Oui. Voilà. Alors, il y a, bon, il y a eu de plusieurs. La situation a été très tendue hein, ces derniers mois. Il y a eu même un attentat hein, contre la vie de Evo Morales qui a été fait. Alors, heureusement, il s'en est tiré. Que peut faire Evo Morales? Quand est-ce qu'on saura réellement, parce que l'élection approche, elle est dans 2 mois, quand est-ce qu'on saura si Evo peut ou pas se présenter, est-ce qu'il y a une voie de recours? Qu'est-ce que peut faire Evo Morales et ses partisans pour sauver la Bolivie une deuxième fois? C'est une question vraiment difficile, hein. Bon, en fait, la semaine prochaine, on devrait savoir quels sont les candidats. Mais de toute façon, faut comprendre que la Bolivie est un pays très politisé, non? Qui a un tissu social extrêmement dense. Cela signifie que la population est très organisée tout le temps. Aujourd'hui, je l'ai dit avant, il y a une forte mobilisation populaire contre les mesures du gouvernement, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique électoral, mais il y a au moins 24 points de blocage sur les routes, les transporteurs se mobilisent parce qu'il n'y a pas d'essence, pas de carburant, les commerçants se mobilisent parce que il n'y a pas de dollars pour importer, et beaucoup de secteurs se manifestent parce que il devient chaque fois plus difficile, en fait, de boucler le mois, non? Mais cette force, cette unité du bloc populaire dans les rues, qui existe dans les rues, doit maintenant se traduire sur le terrain politique et électoral. Et c'est pourquoi nous attendons encore que Andrónico Rodríguez réponde, rentre à la maison, qu'il retrouve ses racines et qu'il réponde à l'appel du grand rassemblement national, on ne sait pas d'Evo Morales. Bon, eh ben, tout n'est pas perdu. Il y a des perspectives encore d'unité. Il y a des perspectives de gagner, de ne pas abandonner le pays aux néolibéraux et aux coloniaux. Ça reste en tout cas une touche d'espoir. On finira là-dessus. Merci en tout cas, Canela. Bon, alors mettez-nous dans les commentaires, évidemment, si vous parlez l'espagnol mieux que Canela ne parle le français. J'aimerais bien savoir. En tout cas, ton français est parfait, hein, c'est super. Je vous lance un petit scoop aussi. Nous serons sur place. Nous irons à l'élection, enfin, en tout cas, au premier tour de l'élection présidentielle et législative en Bolivie pour vous informer. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça risque d'être tendu et sur les deux rives, on adore ça. Donc, on vous informera depuis la Bolivie à la mi-août. Merci, Canela. Bon, merci, mais je voudrais seulement passer un dernier message. Je crois sincèrement qu'il est encore temps d'éviter l'escalade des tensions sociales. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que l'on parle de la Bolivie partout dans le monde, non? Et que tous les regards soient tournés vers ce processus électoral que nous allons devoir affronter. Et ce que nous vivons en Bolivie ne peut pas être ignoré, non? Il faut continuer à en parler et surtout parce que il y aura des conséquences profondes pour tout le continent et c'est maintenant que nous avons besoin de cette visibilité, de la solidarité et de l'engagement. Bon, merci de faire écho à nos luttes et merci pour l'espace. Oui, eh ben, évidemment, on fera le mieux que l'on puisse faire pour faire connaître cette situation, hein. La Bolivie, premier producteur de lithium au monde, la Bolivie, membre des BRICS, la Bolivie qui pourrait ou pas retomber dans le giron de Washington
En août, la Bolivie qui a eu un mouvement d'émancipation extraordinaire, qui est sorti d'un apartheid où la grande majorité des populations indiennes étaient complètement marginalisées. Donc c'est énormément de choses qui vont se jouer en août. Nous serons là, nous redonnerons la parole à Canela et puis nous irons la voir à La Paz, elle et ses amis, pour vous informer de la prochaine élection présidentielle et législative en Bolivie. Et maintenant, n'hésitez pas, vous partagez la vidéo, vous laissez des commentaires, vous mettez des pouces bleus partout. Et la prochaine la prochaine entretien ou aux prochaines revues mensuelles des deux rives. Merci pour tout.